Salut à tous. Alors, une vidéo face caméra. Normalement, en fait, je filme la voiture, en l'occurrence la 208, la i208, mais je vais te donner les raisons et malheureusement, il y a plus de négatifs que de positifs, même si pendant le restyling, ils ont essayé de revoir. Je pense que c'est comme Renault avec la Zoé et la R5. Tant que la 208 sera sur l'ancienne structure, ça sera trop cher et inadapté. C'est un sujet que je m'étais marqué depuis cet été de mémoire. Je m'étais dit cet été, voilà, tu vas aller filmer donc la i208 parce que moi j'adore à la base Peugeot. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'en ai eu plusieurs, j'adore et j'ai failli acheter donc la RCZ. Sauf que j'avais déjà eu une 207cc en THP, je l'avais eu à 10 000 km, je l'ai vendue à 20 000 km et la personne, donc quelques kilomètres après, la chaîne était décalée. En fait, ça se traduit par première, deuxième, gros creux, plus rien et catastrophique. Donc 1000 euros, pas pris sous garantie ou quoi que ce soit, enfin bref. Du grand foutage de gueule. Donc une chaîne, c'est pas à vie, mais ça doit quand même durer entre 200 et 400 000 km quand même minimum. Finalement, moi qui étais entre guillemets pro-chaîne, je considère finalement qu'on n'a jamais fait mieux que les courroies, notamment chez Peugeot, les anciennes courroies qui étaient excellentes, notamment sur les HDI, c'est 10 ans, 180 000 km. Aujourd'hui, les courroies PureTech, enfin voilà, moi j'ai eu notamment deux 3 cylindres, même avec des turbos, donc moteur Mitsubishi dans les Smart, mais ça s'est arrêté là. Et donc, depuis une dizaine d'années, Peugeot, c'est la Bérésina, il n'y a plus de cabriolet, il n'y a plus de coupé, il n'y a plus que des SUV, et voilà, un 3008 ou un 5008 aurait dû avoir au moins 2 litres essence, 2 litres, 2 litres 2, et puis aller jusqu'au V6, parce qu'il y avait largement la place quand tu vois la taille du coffre, du capot, et que tu vois ce 3 cylindres. Alors bon, au nom de l'écologie, et c'est pour ça que j'ai arrêté donc la casse, et c'est aussi pour ça que j'étais pas passé donc à la voiture électrique, parce que ça soit d'un côté la Zoé qui était hors de prix, même si elle était moins chère avec une location de batterie, mais j'en voyais pas l'intérêt, pratiquement 100 euros la location, donc j'ai envie de te dire, autant mettre de l'essence et ça te fait déjà deux pleins, surtout que c'était pas ce prix-là à ce moment-là. Et de l'autre côté, donc la 208, i208, GT qui n'a vraiment que le nom, à l'époque c'était 136 chevaux, donc moteur Continental. Moi, à l'extrême, je m'en fiche de la consommation pour le quotidien. Ça suffisait largement. La Zoé, avec la petite batterie de l'époque, était vraiment légère, mais voilà, à partir de 40 kWh, ça suffit largement. Performance quand même moyenne, donc pour une 208 GT de 40 000 euros quand même. Il faut bien se rappeler qu'une 207 RC ou même une 208 GTI, c'était entre 20 et 24 000 euros. Donc avec les problèmes donc notamment du THP, mais ce 175 et après qui était en 200 ou 203, qui est monté jusqu'en 218 chevaux ou 208 chevaux, qui avait qu'un problème, c'était sa conception de base, une consommation quand même un tout petit peu élevée, mais une gueule super sympa. Je regardais à un moment donné à 10 000 euros, mais je me dis attends, je vais pas acheter une voiture à 10 000 euros avec 60 000 km, ou de toute façon je pourrais pas la passer à l'éthanol, et en gros elle va me coûter un bras, et je risque d'avoir des problèmes de chaîne, des problèmes de trucs à haute pression, d'un turbo, ou l'usine à gaz. Donc c'est pour ça que voilà, j'étais d'ailleurs, je prenais très peu de voitures récentes là ces dernières années, parce que c'était vraiment juste pas possible. Le gain d'économie entre un PureTech 1 litre 2 3 cylindres et un 1 litre 6 110 chevaux, il est minime, hein, il n'est même pas de 0,5. Donc en fait, voilà, finalement tu ne gagnes rien, parce qu'au lieu de faire des révisions, donc ou en tout cas une vidange tous les 2 ans, tu es obligé de la faire avec l'huile synthétique tous les ans. Tu vois, voilà, et puis tous les 2 ans, ça n'a jamais posé problème, jamais aucun problème, etc., etc. Donc i208 qui démarre, c'était à l'époque là 30, 33 000, 34 000, 40 000 pour une GT, style Peugeot, intérieur e-cockpit, pour une fois que l'intérieur du 3008 venait sur une petite voiture, parce que le premier 3008, la 208 ou 207 n'a jamais bénéficié en fait de cet intérieur. C'était 207, 307 n'avait pas cet intérieur, mais ça permettait pas de justifier ce coût. J'ai la tablette,
et je vais faire, c'est quelque chose que je voulais faire donc pour 2024, c'est le guide des voitures électriques à moins de 10 000. Alors ça ne sera pas le cas donc de la i208, mais elle sera logiquement à moins de 20 000 parce que ça décote énormément. Un peu comme Renault avec sa Mégane, et ça peut être des occasions intéressantes, mais neuf, même avec toutes les aides, 40 000 euros pratiquement, ou 39 ou 38, il est bien compréhensible qu'entre une modèle 3, même 4 000 euros de plus, hein, franchement, t'es plus à 4 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais entre une modèle 3 et une i208, il n'y a rien qui va. Ah bah là, tu fermes les yeux pour les radars, tu fermes les yeux même pour un volant. Il n'y a pas de volant, c'est pas grave. Attends, siège chauffant de partout, la voiture, tu la commandes à distance, tu as le mode sentinelle, tu as une tablette de fou, la voiture est 2 fois plus grande, tu as plus d'espace, tu as un coffre à l'avant, un coffre immense à l'arrière, tu as une super propulsion, 6 secondes 1, l'autre te propose voilà 8 secondes, le 0 à 50 est intéressant. Mais je l'ai toujours dit, ce genre de voiture, ça ne doit pas dépasser 25 000 euros, elle est 30 000 euros grand max. Ne serait-ce que voilà, pour les performances et le rapport qualité-prix, puisque, encore une fois, il faut bien se remettre dans la tête que on passe d'une 207 RC qui était aux alentours des 20 000, 22 000, une 208 GTI 24, 25, 26, 27, 28, voilà, c'est monté aux alentours des 26, et là, flop 40 000. Et avec des performances beaucoup moins intéressantes. Ça a été pareil avec la Clio. Clio, le gros 2 litres. Donc Admo de 200 chevaux sans le turbo de la Mégane, mais beaucoup de tours. Alors très peu coupleux en bas, ça c'est le problème de toutes les Renault, même le 1,6 litre que j'ai eu 133 chevaux. Et 1,6 litre après, donc toujours 200. Et alors là, 1,3 litre 170, là, on te disait, à ce moment-là, c'était une alerte en te disant, voilà, la voiture de sport, petit 4 cylindres, c'est clairement fini. Et l'électrique, de toute façon, ne pouvait pas s'envoler tant que, voilà, on n'est pas une R5 qui arrive à partir de 25 000 euros sans bonus. Même si elle est dépouillée, ça fera 25 000 euros quand même. Et de l'autre côté, une IC3, 23 000 euros. Pareil, un peu dépouillé, mais à 27 000, on a un très beau véhicule. Et donc, ça va s'amortir parce que pour le moment, le coût de l'électrique est très intéressant. Normalement, elle ne fait pas V2L. Et puis, la R5, pour le coup, donc le fait, ça peut être vraiment très intéressant avec 2 chimies différentes. Donc voilà sur la 208, pourquoi je ne l'achèterai pas, pourquoi je n'y suis jamais allé, pourquoi elle ne m'intéresse pas. Et aujourd'hui, c'est un peu mieux, les prix ont un petit peu baissé, le style est toujours sympa, le moteur c'est mieux, mais il y a toujours la possibilité des deux. La batterie c'est un peu mieux, mais encore une fois, une batterie de 40 kWh dans une citadine, si elle avait une bonne charge ou quoi que ce soit, c'est clairement pas ça le problème. Donc dis-moi, moi je pense que je ne ferai pas en tout cas de vidéo, tu vois, de filmer ou quoi que ce soit, le jour où Peugeot aura décidé de se réveiller. Pourquoi acheter une Peugeot, pourquoi pas l'acheter? Les gens ont le droit de l'acheter, ça c'est certain. Ce qui m'intéressera beaucoup plus, c'est que suite à ma vidéo des moins de 10 000 guides d'achat, je ferai un guide d'achat pour les véhicules de moins de 20 000. La Mégane va bientôt rentrer dedans. Donc la question à se poser, c'est est-ce que je prends une 208, est-ce que je prends une Mégane avec à peu près la même batterie, 130 chevaux d'un côté, 136 de l'autre. Excuse-moi, donc j'ai encore le nez un petit peu bouché. Donc ça sera plutôt ça qui m'intéressera que d'aller filmer et de dire les raisons d'achat, parce que les raisons d'achat en fait, tu peux me les laisser en commentaire, mis à part en leasing social, je vois pas les raisons d'achat d'un véhicule à 300 ou 400 euros. J'avais fait une vidéo sur la 308, la i308, j'étais allé sur Chaland et le vendeur était heureux de me sortir un leasing à 607 euros de mémoire, je crois. Je te remettrai là le truc, enfin, fou. Et il était heureux. Et je dis, mais il est sérieux lui? 607 euros. Et ça m'a fait penser en fait quand je suis allé voir le Nissan Ariya et qu'elle m'a dit voilà, on est aux alentours pareil, donc du 600 euros. C'est quand même mieux un Nissan Ariya que donc la i308. Mais au tout départ, ils étaient à 1000 euros. Mais j'ai dit, mais 1000 euros en leasing social, en location, en leasing? Personne ne va les mettre 1000 euros là-dedans. C'est le prix du Taycan, pratiquement. À 100 ou 200 euros près. Porsche, Nissan.
Bref, on va pas digresser en tout cas dans cette vidéo. Et voilà la raison en fait pourquoi je ne pourrais jamais acheter ce type de véhicule. Mais par contre, ça peut être hyper intéressant de voir comment ça évolue. On fera un très gros point de guide d'achat. Ce qu'il faut surveiller en fait lors du guide d'achat, au-delà du traditionnel carrosserie, l'état, le kilométrage et surtout voilà l'état et le contrôle technique, ça va être donc la dégradation essentiellement de la batterie. Et de toute façon, les véhicules, c'est très intéressant, donc sont garantis souvent tous 8 ans batterie moteur. Voilà pour cette vidéo, donc à bientôt.